Mais voilà, je suis tombée dessus par hasard, je l'ai lu dans la nuit. Je trouvais que c'était un petit bijou. Je la vis peut-être un peu. Je vous invite à... Ah oui, vous êtes à contemporaine francophone, loin de tout exotisme ou folklore, et invitons par là même les regards à se décentrer. En les accoutumant à d'autres focales, nous élargissons leur profondeur de champ et enrichissons leurs angles de vue. Le théâtre est le lieu du débat du monde, de sa représentation, c'est-à-dire non son illustration, mais sa mise en abîme, le lieu de son éclatement. Et de cet éclatement peuvent naître les éblouissements de la pensée. Nous répondons à l'urgence que nous ressentons de faire entendre et de partager des paroles puissantes, des formes novatrices, une pensée lumineuse. À ce titre, ce théâtre occupe, je crois, une place de choix au carrefour des 5 continents et au cœur d'une société en mutation, fécondée et questionnée par la diversité culturelle. Lorsqu'il y a 2 ans, nous avons pris la décision avec Jacques Allaire et avec nos partenaires de produire la pièce Les damnés de la terre, nous partagions alors un enthousiasme commun, irrépressible, pour une œuvre sublime et subversive, où la beauté du verbe, alliée à la lucidité, au courage et à la force des analyses, produisait une pensée fulgurante sur l'humanité. Nous ne pouvions imaginer alors l'écho particulier que prendrait cette création théâtrale aujourd'hui. En cette période, inclinant vers toujours davantage d'obscurantisme et de repli identitaire, où plus que jamais, il est urgent de faire entendre Fanon, dont le nom restera définitivement synonyme de résistance, de libération, d'universalité. Je voudrais céder la place à Madame la garde des Sceaux pour introduire ce débat
qui donc sera animé comme tous les débats de cette journée consacrée à Fanon par Pierre Aski, et qui ensuite présentera l'ensemble de ses intervenants. Madame la garde des Sceaux, vous voulez bien me rejoindre. Merci à vous, très très chaleureusement. Franchement, je ne m'attendais pas à un accueil pareil, aussi vif, aussi cordial, aussi amical, aussi affectueux, aussi démonstratif, aussi prometteur de victoire. Merci. En réalité, je suis venue me réchauffer parmi vous. Je n'ai pas de compétences particulières pour porter une parole savante ou éclairée sur Frantz Fanon, ni sur sa pensée, ni sur sa vie, ni sur ses engagements. Je les connais tous parce que je les fréquente bien entendu depuis que je suis adolescente. J'ai lu Peau noire et masque blanc lorsque j'étais au lycée. Je l'ai relu 10 fois depuis, bien entendu, mais la première fois, c'était au lycée. Ensuite, j'ai découvert Les damnés de la terre lorsque j'étais étudiante. J'ai évidemment cherché à connaître. Moi, je suis de la génération qui va chercher dans les bibliothèques, dans les livres en papier, qui prend des précautions en tournant les pages, qui utilise les marque-pages au lieu de décorner la feuille. Je suis de cette génération-là, donc j'ai découvert Fanon dans cet univers-là. Donc je vous le disais, je n'ai pas de parole autorisée pour le faire, donc je suis flattée, mais très très embarrassée d'être invitée à m'exprimer devant vous. Je vais le faire en quelques mots, pour dire simplement que la pensée de Fanon, de mon point de vue, est encore une pensée contemporaine, fortement utile, extrêmement féconde, parce que Fanon a sans doute cherché l'universalité, mais je crois qu'il a cherché d'abord lui-même et l'autre. Comment retourner sur soi, comment se connaître soi-même, comment dans la plus grande exigence savoir quels sont les ressorts de sa pensée, de son engagement, de son action, comment ne pas tricher avec soi-même, c'est-à-dire comment assurer une rectitude morale, philosophique, éthique plutôt que morale d'ailleurs, philosophique, sans vraiment jamais louvoyer. Et cette pensée est une pensée radicale, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire que c'est une pensée qui va à la racine des choses, une pensée qui interroge les choses le plus profondément possible pour les comprendre et pour les maîtriser. Et moi, j'aurais qualifié Fanon plutôt là, à la fois de subversif et d'être intrinsèque. D'ailleurs, il a formulé une prière en demandant à son corps de faire toujours de lui un homme qui interroge. Mon corps fait toujours de moi un homme qui interroge. Fanon n'a triché sur rien. Lorsqu'il dit que, lorsqu'il rappelle en fait à la fois son histoire, la nôtre, enfin notre histoire commune, c'est l'histoire de l'humanité, il l'assume en tant que tel. Il assume mais il ne fait pas plus que l'assumer. Et il invite à ne pas faire plus que l'assumer. Parce qu'au-delà de tout ce qui a pu nous déterminer, lorsqu'il dit « je suis nègre », des tonnes de chaînes, des orages de coups, des fleuves de crachats ruissellent sur mes épaules, il assume cette histoire collective. Il assume d'être issu de cette histoire collective. Mais je n'ai pas le droit de me laisser ancrer, je n'ai pas le droit de me laisser engluer par les déterminations du passé. Je ne suis pas esclave de l'esclavage qui déshumanisa nos pères. Donc oui, nous savons d'où nous venons, nous savons qui nous sommes, nous savons quel magma nous a produit, mais nous ne sommes pas des êtres du passé. Et nous devons tracer notre chemin, nous devons tracer notre voie. Et c'est en cela que je pense que sa pensée est radicale, c'est-à-dire qu'il ne dissimule rien du tout, il ne laisse rien dans l'ombre, il interroge au plus profond ce qui a pu conduire à ce qu'il est à ce moment-là dans le monde, avec sa densité individuelle, avec les troubles du monde et avec son obligation à répondre aux troubles du monde.
Et il invite à s'élever parce qu'en fait, nous sommes chacun un être humain. Et c'est ce qui compte. Chacun face à notre vie, chacun avec notre fardeau, avec notre héritage, avec notre patrimoine, avec ce qui nous a précédés, mais chacun d'entre nous, avec l'absolue responsabilité d'ouvrir un chemin et de réussir sa vie, c'est-à-dire non pas réussir sa vie matériellement, mais se trouver soi-même. Parce que la condition pour aller jusqu'à l'autre, c'est se trouver soi-même. C'est donc pour moi un penseur de la subversion, un penseur de l'exigence, mais un penseur de l'altérité. Parce qu'il a compris que le chemin de l'altérité commence par le retour sur soi, l'interrogation sur soi-même. Donc je vous le dis, moi je ne connais pas Fanon de façon savante, je sais comment il l'a éclairé. Parce qu'il y a des drôles. Donc je disais que je sais comment il a éclairé, comment il m'a aidé à inventer moi-même des réponses à mes interrogations. Il n'a pas apporté de réponse. Et en apportant des réponses à celles qu'il se posait lui-même, il a offert surtout des méthodes, des pistes pour que chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, trouve des réponses à ses propres interrogations. Et c'est un penseur subversif parce qu'il ne s'est pas accommodé du monde. Parce qu'il a osé dire des choses assez terribles. Il s'est engagé à 17 ans et il découvre le racisme. C'est-à-dire qu'il embarque, à l'époque c'est la dissidence, c'est-à-dire que c'est un embarquement clandestin. Il quitte la Martinique clandestinement. Et dangereusement, parce qu'ils embarquent sur des yolles, sur des petites embarcations, ils traversent quand même la barre maritime, ils la traversent, ils passent par la Caraïbe, de la Caraïbe ils arrivent aux États-Unis, des États-Unis ils arrivent en Afrique du Nord. C'est un engagement déterminé, c'est un engagement obstiné, c'est un engagement résolu, c'est un engagement pugnace. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il va faire. Et ce qu'il va faire, c'est quoi? Rejoindre tous ceux qui ont une vision de la France et une vision du monde qui rend inacceptable et insupportable la domination de la France pour ceux que la France représente, pour ceux qu'elle charrie, pour ceux qu'elle a installés dans l'imaginaire universel. Et après avoir fait tout cela, après avoir participé à la guerre, il est renvoyé à sa couleur. C'était déjà une manière. Et d'ailleurs, il dit, Fanon, je crois que c'est dans les... Je crois que c'est Peau noire et masque blanc. Il dit que, ou ça fait dans les damnés de la terre, vous allez m'aider. C'est lorsqu'il dit que lorsque le colon doit parler du colonisé, il utilise forcément un vocabulaire zoologique. Il a forcément recours au bestiaire. Et il évoque la reptation du jaune, les hordes, les grouillements. Il parle donc de ce vocabulaire qui a l'air de ressurgir. Ces gens-là, décidément, n'ont pas d'imagination. Voilà pourquoi ils sont déjà vaincus. Mais nous devons non seulement les vaincre, mais le leur faire savoir. Il faut qu'ils sachent qu'ils sont vaincus. Voilà. Ils sont du passé. Ils sont déjà finis. Ils sont déjà dévitalisés. Ils sont déjà desséchés. Ils sont vaincus. Il faut que vous alliez le leur faire savoir. Ils sont vaincus. Je vais donc laisser les personnes qui savent parler de Fanon prendre le relais. Je vais m'instruire pour ma part en restant aussi longtemps que possible avec vous, mais pardonnez-moi quand je serai obligée de m'échapper. Je veux dire simplement que si on retient une phrase de Fanon, la plus belle je trouve à enseigner notamment aux jeunes générations,
après avoir lu tout ce qu'il a écrit sur le colonisé, sur ses pathologies, sur la façon dont l'oppression désorganise, désintègre, abîme, détruit, sur la façon dont collectivement aussi on peut se perdre, tout ce qu'il a écrit et qui est tellement lumineux et qui enseigne tellement de choses, que Fanon a laissé un héritage extrêmement puissant et que ça devait se résumer dans une de ses phrases. Parmi 1000 phrases qui sont absolument magnifiques, il y a celle-là qui enseigne aux jeunes, qui nous enseigne à chacune, chacun d'entre nous, que nous sommes responsables de nous-mêmes, que nous sommes responsables du monde, que nous devons répondre de nous-mêmes et que nous devons répondre du monde. Et que pour cela, il n'y a rien qui puisse nous écraser. Il n'y a rien qui puisse nous asservir. Il n'y a rien qui puisse nous ligoter. Et cette phrase, c'est qu'il y a ma vie prise au lasso de l'existence et ma liberté qui me renvoie à moi-même. Merci. Merci Madame la Ministre pour ces paroles. Je pense qu'il n'y avait pas de voix plus qualifiée que vous pour ouvrir ce débat dont l'intitulé est Frantz Fanon aujourd'hui, la décolonisation des esprits. Et cet intitulé est tellement pertinent par rapport à ce que nous vivons ces jours-ci et à ce que vous avez vécu et qui nous a tous bouleversés comme vous avez pu le constater par l'accueil qui vous a été réservé. Donc merci. Débat avec nos invités que je vais vous présenter. À ma droite, il n'y a pas la parité comme nous avions cet après-midi, mais donc je commence par la seule femme de ce débat. Souad Belhaddad, qui est une amie de longue date, au talent extrêmement divers, on ne sait plus comment la présenter, journaliste, écrivain, comédienne, activiste, et auteur notamment de Entre deux jeux, algérienne-française, comment choisir, et Algérie, le prix de l'oubli, deux ouvrages que je vous recommande. À sa droite, Mohamed Aissaoui, journaliste et écrivain, auteur notamment de l'affaire de l'esclave Fursi, qui fut jouée ici même au Tarmac. À ma gauche, Romuald Fonfroy, directeur en littérature contemporaine, professeur en littérature francophone et rédacteur en chef de Présence africaine. Je ne me trompe pas. Et à l'extrême gauche, Michel Giraud, sociologue, anthropologue et spécialiste des sociétés antillaises. Alors, je disais, depuis ce matin, c'est donc la troisième rencontre de cette journée Fanon, et cette question de la décolonisation des esprits, elle est au cœur de tous nos débats. Et en particulier, la résonance, Madame la Ministre l'a dit, la résonance de Fanon avec ce que nous vivons aujourd'hui en France, en Europe et dans une bonne partie du monde. Et je pense que c'est autour de ces questions que nous allons en particulier débattre sur la pertinence, la vivacité de la pensée de Fanon aujourd'hui, des enseignements que nous pouvons en tirer pour résister, pour vivre tout simplement. Et peut-être que, Souad, tu peux commencer. Ça va, bonsoir.